capitale N'Djamena va être isolée du reste du Tchad à partir de ce vendredi. En revanche, la Mauritanie allège les restrictions avec notamment la réouverture des marchés. Nouvelle mise en garde de l'OMS contre la tisane malgache, prétendument anti-Covid. Nous nous rendrons en République démocratique du Congo où à Kinshasa les habitants se tournent vers des plantes médicinales. La mortalité du coronavirus est bien plus élevée au sein des minorités selon 2 études britanniques. Ici aux États-Unis, des groupes de médecins estiment que la maladie tue les Africains américains à un rythme alarmant. Le point sur la pandémie en Afrique, la Mauritanie allège ses mesures anti-coronavirus avec notamment une réouverture des marchés à partir d'aujourd'hui et une reprise des prières collectives ce vendredi. Le Sénégal, lui, commence cette semaine à accueillir dans de nouveaux centres, mais non plus en milieu hospitalier, les malades les moins gravement atteints du Covid-19 en raison d'un début de saturation de certains services. Au Tchad, la capitale N'Djamena et 22 autres villes vont être isolées à partir de demain pour encore 2 semaines afin d'empêcher la propagation de la maladie dans ce pays au système de santé défaillant. En Sierra Leone, des pêcheurs en colère dans la région de Tombo ont attaqué un commissariat et une unité de santé hier après l'annonce surprise d'une limitation drastique du nombre de navires autorisés à sortir en mer pour lutter contre le nouveau coronavirus. Du côté des Comores, le gouvernement fait état du premier cas mortel de Covid-19 dans l'archipel. Un total de 8 contaminations ont été répertoriées. La situation de la pandémie aux Comores a fait l'objet d'une polémique entre Moroni et Paris. L'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique a rappelé à l'ordre aujourd'hui les dirigeants du continent contre la tentation de promouvoir des remèdes traditionnels contre le coronavirus sans essais scientifiques rigoureux comme la tisane malgache prétendument anti-Covid. Mais dans un pays comme la République démocratique du Congo, les gens se tournent vers les plantes médicinales. Au marché central de Gambela, dans la capitale Kinshasa, les habitants se ruent vers les pharmacies traditionnelles pour acheter des plantes et des racines, notamment le Congo Bololo ou Vernonia amygdalina, comme nous allons le voir avec Blanche Sanou. Votre test de Covid-19 est positif et vous cherchez désespérément un remède? Pas de problème, buvez simplement votre propre urine. Voici le message diffusé par certains charlatans en République démocratique du Congo. Face au désespoir, la population se tourne vers la médecine traditionnelle en se ruant vers presque tout ce qui prétend prévenir ou guérir le nouveau coronavirus. Des personnes victimes de cas de fièvre, toux, on les conseille de prendre ces plantes. Le Congo Bololo, le Lumba Lumba, le Chichisimba et Sinki. Nous les conseillons de bouillir tous ces mélanges de plantes dans la marmite et d'inhaler la vapeur, et cela durant 3 jours. Après ça, le patient se sentira mieux. À travers le continent africain, la liste des remèdes supposés s'allonge, allant du gingembre au citron, à l'écorce des arbres et aux herbes sécrètes. Certains présidents ont rejoint le mouvement. À Madagascar, le chef de l'État, André Rajoelina, a dévoilé une concoction préparée avec de l'artémisia, une plante dont l'efficacité a été prouvée dans le traitement du paludisme. Ajoutez à ceci les recettes de grammaire. On ne prescrit pas le Congo Bololo aux gens uniquement pour le traitement du coronavirus. C'est une plante que tout le monde peut consommer. Si les habitants ne trouvent pas la solution dans la médecine moderne, alors ils reviennent à celle des ancêtres et nous leur prescrivons une cure de ces plantes. De telles affirmations vont à l'encontre des avertissements des scientifiques qui disent qu'il n'existe aucun remède connu contre le nouveau coronavirus. Ils demandent des tests rigoureux pour prouver l'efficacité et la sécurité des traitements traditionnels proposés. Respecter les mesures, mais consommer aussi le curcuma. Consommer aussi le gingembre, consommer aussi l'ail, consommer aussi l'oignon, consommer aussi la maniguette communément appelée mondongo au niveau de la ville de Kinshasa, consommer aussi l'aubergine parce que il y a dans ces produits alimentaires
des principes actifs, donc 2 molécules, des antioxydants qui gênent, qui sont des potentiels inhibiteurs de la protéage de Covid-19. Ceux qui appellent à la vigilance sont l'Organisation mondiale de la santé et le Centre de contrôle de prévention des maladies des États-Unis. Mais sans un remède conventionnel et face aux craintes omniprésentes, les herboristes africains tiennent à combler le vide. Le nouveau coronavirus a contaminé à ce jour près de 52 000 personnes en Afrique, dont environ 2010 cas mortels. Le continent est toujours vu comme relativement peu touché. Des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, Madagascar et l'Ouganda tentent maintenant d'entamer un déconfinement prudent, comme nous le résume Thierry Kaoré. Bien que le virus n'ait pas atteint son pic en Afrique du Sud, le gouvernement a réduit ses mesures de confinement en permettant l'ouverture de certains magasins. L'impact sur les économies et la vie des citoyens sont les raisons de l'assouplissement de ces mesures. Pour des millions de personnes, cela a été un mois de misère, de soutien aux familles qui ne travaillent pas, des familles qui luttent pour survivre et d'enfants qui se couchent et se réveillent affamés. Dans le secteur du tourisme, par exemple, les parcs et les pavillons sont vides car l'interdiction des voyages internationaux a causé d'énormes pertes financières. Je pense que si les choses ne reviennent pas à la normale dans les 3 prochains mois, nous devrons commencer par prendre des décisions telles que fermer les portes et voir si nous pouvons peut-être trouver d'autres moyens de revenus. Au Sénégal, le déconfinement est accompagné d'une vaste opération de distribution alimentaire aux ménages les plus touchés. Près de la moitié des 16 millions d'habitants du pays recevront des produits tels que du riz, du savon, du sucre et de l'huile dans les prochains jours. C'est un grand soulagement parce que un père de famille qui ne va plus travailler correctement, c'est ce que nous pouvons dire. Il ne travaille plus correctement. Il est au travail de 8h à 15h à peu près. Donc cette aide va le soulager, va nous aider dans les ménages. Le Kenya et l'Ouganda n'ont pas fermé leurs frontières, mais ont intensifié les contrôles. Seuls les titulaires de permis peuvent accéder à Nairobi, la capitale kenyane, et les chauffeurs de camions traversant les frontières doivent obligatoirement subir des tests car ils sont soupçonnés d'être porteurs du virus. Le déconfinement à Madagascar est conditionné par le port obligatoire du masque et la police n'hésite pas à infliger des sanctions inhabituelles comme balayer les trottoirs et ramasser les ordures à ceux qui ne respectent pas les règles. Les procédures de déconfinement en Afrique prennent donc plusieurs formes, mais l'objectif reste le même, éviter la propagation du virus. Les effets dévastateurs du nouveau coronavirus sur les économies se précisent de plus en plus. En Afrique comme ailleurs dans le monde, la riposte est donc également économique. Gros plan ce soir sur la Côte d'Ivoire, considérée par la Banque mondiale comme l'un des pays les plus dynamiques de la planète, avec une croissance économique annuelle de 8%. Comment le pays va-t-il relever le défi économique que pose la crise du Covid-19 ? Thierry Kaoré s'est entretenu avec l'économiste Youssouf Karius, patron de la compagnie Pulsar Partners à Abidjan. C'est les petites et moyennes entreprises, les PME, mais aussi les TPE, il ne faut pas les oublier. Il y en a encore plus que les PME. Ce sont probablement les premières touchées par la pandémie dès lors que l'activité est ralentie, dès lors que les mesures du gouvernement limitent leur activité. Ce sont beaucoup de personnel, beaucoup de salariés et beaucoup d'auto-entrepreneurs, surtout en TPE, qui du jour au lendemain ont une réduction drastique de leurs revenus. Et pour la plupart de ces personnes, ce sont des personnes qui vivent parfois au jour le jour, donc sur la recette du jour. Et forcément, la crise sanitaire en Côte d'Ivoire n'est pas si majeure qu'elle l'est en Occident, mais par contre, la crise humanitaire, elle, il faut y faire très attention et il faut être très attentif parce que ces personnes-là qui aujourd'hui ne travaillent pas risquent d'être dans le rouge très très vite. Pour l'hôtellerie, c'est un secteur qui est complètement sinistré aujourd'hui. L'hôtellerie et tous les hôtels sont fermés, les tours opérateurs sont fermés eux aussi parce qu'il y a des mesures en Côte d'Ivoire qui limitent les déplacements de population entre les régions. Ce qui est tout de même, je pense, une mesure sur le plan sanitaire qui est très intéressante parce que ça permet, si jamais il y a une envolée de la propagation du virus, ça permet de le cantonner aux zones urbaines qui sont les principales touchées.
Mais cela dit, tout de suite, ça impacte tout le secteur touristique, que ce soit le tourisme international comme le tourisme local. Ce sont des entreprises qui vont avoir beaucoup de mal à se relever. Cela dit, c'est moins grave en termes alors, structurellement, c'est moins grave que si c'était un secteur industriel, par exemple, parce que l'actif en question, donc les hôtels en question, sont toujours là. Ils sont toujours là et on peut toujours rebâtir autour de ces hôtels. Alors que quand c'est un actif industriel, ben dès lors qu'un actif industriel est mis à l'arrêt, ça demande un investissement, un réinvestissement sur l'outil industriel pour le remettre en fonction. Il y a des mesures qui ont été prises en termes de fonds de soutien qui a été levé par le gouvernement pour faire en sorte que à la fois le secteur informel mais aussi le secteur formel puisse être relativement soutenu pendant cette période de crise. Maintenant, effectivement, les délais bureaucratiques et les délais administratifs que connaissent la Côte d'Ivoire, notamment sur ce fonds, vont probablement limiter cette action-là. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que ces entreprises-là, dans l'urgence, puissent survivre. Et si effectivement les délais administratifs les délais administratifs sont trop longs, ben effectivement, elles ne pourront pas survivre avant l'arrivée de cette aide-là. Après, on peut se poser la question toujours de la taille de cette aide-là. Est-ce qu'elle est suffisante ou pas? C'est vrai que c'est difficile pour l'État central de mettre en place un fonds qui couvrirait l'ensemble des besoins du terrain, mais c'est déjà quand même un geste notable. La pandémie a fait près de 264 000 morts dans le monde. Environ 3,80 millions de cas ont été répertoriés. La Suède, qui a pris des mesures plus souples que la plupart des autres pays européens pour tenter de contenir le nouveau coronavirus, a dépassé les 3 000 morts. Les personnes noires, asiatiques ou d'autres minorités ethniques habitant au Royaume-Uni ont une plus forte probabilité de mourir de la maladie que la moyenne, d'après 2 études qui pointent notamment le rôle de facteurs socio-économiques. Et à travers l'Europe, les services d'urgence ont enregistré une hausse allant jusqu'à 60% des appels de femmes victimes de violences conjugales pendant le confinement. Pour le président américain, la pandémie est pire que l'attaque sur Pearl Harbor et les attentats du 11 septembre 2001. La maladie a tué plus de 73 000 personnes aux États-Unis. Donald Trump s'en est encore pris à la Chine en estimant que cela n'aurait jamais dû arriver. Pékin et Washington ont en effet continué leurs échanges d'invectives. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a de nouveau affirmé disposer de preuves significatives que le Covid-19 s'était propagé depuis un laboratoire de Wuhan en Chine, même s'il a admis n'avoir pas de certitude. Le pouvoir chinois a de nouveau rejeté ces accusations qu'il qualifie de mensongères, de même que l'idée avancée par Washington et soutenue par plusieurs pays occidentaux d'une enquête internationale. Des groupes de médecins américains appellent l'administration du président Donald Trump à collecter des données pour déterminer qui meurt du Covid-19. Celles recueillies jusqu'à maintenant montrent que le nouveau coronavirus tue les Africains américains à un rythme alarmant, plus élevé qu'il ne tue les Blancs. Yacouba Ouedraogo. Il y a un dicton qui dit que lorsque l'Amérique blanche a froid, l'Amérique noire a une pneumonie. Cela n'a jamais été aussi vrai qu'avec le nouveau coronavirus. Il y a plusieurs États qui ont publié certaines de ces données qui ont montré que les Afro-Américains ont des taux d'hospitalisation plus élevés, des taux de décès plus élevés lorsqu'ils se rendent à l'hôpital. En Louisiane, les Afro-Américains représentent un tiers de la population et constituent 70% des décès. Des disparités similaires existent également dans d'autres États. À New York, les Hispaniques représentent 29% de la population, mais 34% des décès dus au Covid-19, selon les propres données de la ville. Les Afro-Américains, les Hispano-Américains et les autres minorités ont généralement des revenus plus faibles que leurs homologues blancs. Beaucoup d'entre eux sont des travailleurs essentiels. Ils n'ont souvent pas les moyens de se payer des soins de santé. Nous savons que les Noirs ont plus d'hypertension, plus d'insuffisance cardiaque. Nous savons que les Latinos et les Afro-Américains ont plus d'asthme et d'asthme plus sévère. Et nous savons que tous les groupes ethniques minoritaires ont des taux de diabète plus élevés de manière significative et souvent le double de ce que la population blanche. Ce sont les 3 facteurs de risque communs qui ont été identifiés. La distanciation physique protège contre la maladie,
Mais elle est difficile à respecter pour les personnes à faible revenu. Comment pouvez-vous dire à une mère célibataire avec 3 enfants de s'auto-isoler si elle a été exposée? Disons qu'elle travaille comme aide infirmière dans un hôpital. Vous devez vous auto-isoler. Vous ne pouvez pas vous auto-isoler. Vous devez vous occuper des enfants. Vous ne pouvez pas vous auto-isoler dans un espace où il y a 3 pièces et 8 personnes qui y vivent. Pour survivre à ce virus, votre corps doit être en bonne santé pour le combattre. Attraper la maladie, c'est comme recevoir un coup de poing. Et si votre corps n'est pas en pleine forme, cela signifie que vous êtes moins susceptible de tolérer ce coup de poing. Donc, si vous souffrez de diabète qui est relativement suppressif pour votre système immunitaire, lorsque vous contractez des infections, vous êtes plus susceptible d'avoir de moins bons résultats. D'après le docteur Tyson Bell, les dirigeants politiques sont conscients de cette situation. Il estime que les données peuvent être collectées et les politiques modifiées. En Israël, après la Cour suprême, le Parlement a donné son feu vert aujourd'hui au gouvernement d'union entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ex-rival Benny Gantz. Les portefeuilles ministériels sont partagés équitablement entre les deux camps. Benjamin Netanyahou est donc maintenu comme chef du gouvernement pour les 18 prochains mois. Le nouveau cabinet doit prêter serment le mercredi 13 mai, date prévue de la fin de la plus longue crise politique de l'histoire moderne du pays. Nouveau gouvernement en Irak également, après 5 mois de vacances du pouvoir. Mustafa al-Kazimi, 53 ans, ancien chef du renseignement, ayant ses entrées à Washington comme à Téhéran, a prêté serment avec 15 de ses ministres aujourd'hui. Les portefeuilles très convoités des affaires étrangères et du pétrole sont toutefois toujours vacants. Ce nouveau gouvernement hérite d'une économie à genoux, de relations diplomatiques au plus bas et de la menace de nouvelles manifestations face à l'austérité désormais inévitable. Allez, nulle part ailleurs, le monde aujourd'hui revient dans quelques petits Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Comme tous les jeudis, nous retrouvons Mohamedou Oumfa pour la tranche santé. Salut Mohamedou. Salut Jacques, ce jeudi j'ai choisi de m'intéresser à la question de savoir pourquoi l'Afrique semble moins touchée que les autres continents par la pandémie du Covid-19, si l'on s'en tient en tout cas au nombre de cas confirmés, d'hospitalisations et de morts. L'Afrique ne compte ce jeudi qu'environ 51 000 cas confirmés sur un total mondial de 3,7 millions et environ 1900 morts sur plus de 264 000 dans le monde. Il faut se rappeler que le 18 mars 2020, lors d'une conférence de presse à Genève, le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom, avait déclaré que l'Afrique devait se préparer au pire. Nous devons nous préparer pour le pire. Dans d'autres pays, nous avons vu comment le virus s'accélère après un certain seuil. Donc, le meilleur conseil à donner à l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd'hui.
Pourquoi ce n'est toujours pas le cas? Quelques explications possibles à cela. D'abord, la pandémie a gagné l'Afrique plusieurs mois après la Chine et plusieurs semaines après l'Europe, permettant à ses dirigeants d'adopter des mesures préventives en amont. Autre explication possible, le faible niveau de flux de transport aérien en Afrique comparé à l'Europe ou aux États-Unis. Sur les 50 aéroports les plus fréquentés au monde, un seul est africain. Il s'agit de celui de Johannesburg, en Afrique du Sud. Un autre argument brandi par les experts, environ 60% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans. Or, le nouveau coronavirus frappe et tue particulièrement les personnes âgées. Dernier argument qui a retenu mon attention, c'est une étude du National Health Service et du King's College en Grande-Bretagne qui montre une corrélation négative entre les pays affectés par le paludisme et ceux touchés par le Covid-19. L'étude suggère un possible effet protecteur des traitements pour le paludisme comme la chloroquine contre le coronavirus. Or, 93% des cas de malaria sont enregistrés en Afrique selon l'Organisation mondiale de la santé. Il faut cependant se garder de tout triomphalisme. Certains experts estiment que le faible nombre de tests et le manque de données fausse en partie le bilan, le nombre de cas étant sans doute sous-estimé. Et donc, il faut rester vigilant pour éviter des surprises. Voilà Jacques pour notre chronique santé de ce jeudi. Au même chapitre, c'est une course contre la montre pour trouver un traitement contre le Covid-19. Certains médicaments sont jugés prometteurs. Cependant, la psychose grandissante peut conduire à la tentation de remèdes qui n'ont pas subi d'essais scientifiques sérieux. Un reportage de Carole Pearson avec le récit de Thierry Kaoré. Un médicament appelé chloroquine, ou certains pourraient l'appeler hydroxychloroquine. À la mi-mars, le président Donald Trump faisait la promotion des médicaments utilisés pour traiter le paludisme comme remède contre le nouveau coronavirus. D'après ce que je vois, cela pourrait changer la donne. Et même s'il n'y avait aucune preuve que cela fonctionnait pour les patients atteints du virus, le président a continué à promouvoir ces médicaments. J'ai vu des gens qui vont mourir sans ça. Et vous savez l'expression, quand cela se produit, ils devraient le faire. Qu'avons-nous vraiment à perdre? Ils peuvent être potentiellement cardiotoxiques à des doses très élevées et pour des personnes ayant des conditions préexistantes ou des risques supplémentaires qui accompagnent le médicament, ils doivent être pris sous surveillance médicale. Une nouvelle étude publiée par GMA International Medicine a révélé que les recherches sur Internet par les personnes qui voulaient acheter ces médicaments ont connu une hausse de près de 1400% après les propos du président américain. Au lieu de regarder simplement les tendances de recherche qui indiquent que les gens sont simplement en train de chercher à en savoir plus sur ces médicaments, nous avons spécifiquement considéré ceux qui cherchent à les acheter, en plus de ces sites web de commerce électronique. Après la déclaration du président Trump sur l'injection de désinfectants comme solution probable pour traiter la maladie, les fabricants et les médecins ont averti le public de ne pas essayer. L'introduction de l'un de ces produits, de quelque manière que ce soit, sous une forme ou une autre par injection, ingestion ou application sur la peau, nuit au corps. L'étude suggère que les déclarations des dirigeants politiques influencent les actions des gens et que la désinformation peut avoir des résultats néfastes, voire mortels. L'Association des Burkinabés de New York a enregistré plus d'une vingtaine de cas de coronavirus parmi ses adhérents pour venir en aide aux malades. Une série de mesures d'accompagnement ont été mises en œuvre durant cette période difficile. Blanche Sanou a joint le président de l'association, Herman Lekinen Sommet. Nous avons mis en place 3 structures, 3 commissions. Et la première, c'est le Task Force COVID-19 qui a pour fonction de récolter des informations fiables et crédibles, utiles pour la communauté, afin d'informer et de sensibiliser la communauté sur les mesures de prévention. Et le deuxième, c'est une commission santé que nous avons appelée Positif mais pas seul, et qui suit les malades, toute personne qui soit ressent les symptômes ou qui a été testé positif, parce qu'il faut noter que ceux qui sont testés positifs sont des fois renvoyés à la maison et mis en quarantaine sans suivi. Donc, nous leur demandons de nous appeler, on rentre en contact avec eux et on leur apporte un soutien moral et un soutien sanitaire. Vu le confinement et l'arrêt de toutes les activités, certains membres de la communauté ont des difficultés à joindre les deux bouts.
Donc, nous avons eu nécessaire d'initier une campagne d'entraide et de solidarité. Et par cette campagne, nous distribuons des vivres à la communauté. Et cette campagne s'étend sur 4 volets. Premièrement, nous comptons plus sur les cotisations de l'association. Et jusqu'à présent, c'est les membres du bureau qui ont cotisé. Et deuxièmement, nous avons compté aussi sur les dons. Et maintenant, nous avons un autre volet où nous avons un partenariat avec quelques organisations de la place qui ont une facilité de gagner les vivres avec la ville de New York, certaines organisations plus grandes. Et nous récupérons ça et puis nous redistribuons à la communauté. Nous savons qu'après cette pandémie, il y aura une autre crise économique qui sera encore plus grande, vu que les gens sont à la maison et que certains n'arrivent pas à payer leurs factures présentement. Certains aussi auront des difficultés à se relocaliser, trouver du travail. Donc, nous comptons aussi trouver des partenaires pour que nos compatriotes aient facilement du boulot. Et aussi, nous comptons insister avec la commune de New York pour voir si nous pouvons avoir des ressources financières pour pouvoir supporter notre communauté. Au Maroc, un ancien détenu a décidé de servir sa communauté dans sa nouvelle vie d'homme libre. Les rues qu'il traquait autrefois en tant que criminel sont aujourd'hui au cœur de ses efforts d'embellissement. Il pourrait même servir d'exemple à d'autres anciens prisonniers, comme nous le dit... Sous le soleil de Salé au Maroc, s'assied un homme libre. J'ai un passé criminel, j'étais dans la drogue et le crime jusqu'à ce que je me retrouve en prison. Maintenant, une fois libre, c'est difficile de réintégrer la communauté. Ils voient une cicatrice sur votre visage et ils ne regarderont jamais votre personnalité. El Mendi Noureldine dit que quelque chose a changé après sa 4e épreuve derrière les barreaux. Il a décidé qu'il n'y retournerait pas et a commencé à soigner son image dans sa famille et sa communauté. Réparer mes liens avec la communauté signifiait réparer et nettoyer les rues. Malgré l'épidémie de coronavirus, Noureldine s'occupe des personnes âgées et livre leurs médicaments gratuitement. Je pourrais être infecté par le virus parce que je me déplace toute la journée, mais Dieu me protégera parce qu'il sait que j'aide les gens sans attendre d'être payé. Voyant des changements dans sa propre vie, Noureldine a fondé une initiative communautaire afin de ramener d'autres ex-détenus sur le bon chemin. J'ai été en prison pendant 10 ans. Noureldine a changé durant cette période. Quand je suis sorti, je l'ai trouvé en train de peindre les rues. J'ai même trouvé d'autres qui étaient autrefois sur la mauvaise voie faisant maintenant du bénévolat. Alors j'ai décidé d'aider et de servir notre quartier. Depuis sa sortie de prison, Noureldine a même obtenu un certificat d'études de fabrication de chaussures. Il dit continuer sur cette lancée en aidant ses voisins et sa communauté afin d'éviter les ennuis. Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. C'était Jacques Aristide. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.